Notre planète menacée par trois crises majeures, le désastre écologique, le terrorisme et l'épuisement du néolibéralisme, trois crises interdépendantes. C'est la conviction de l'invité du Grand Angle, le journaliste écrivain Hervé Kempf. Bonjour Hervé Kempf. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, je le disais, vous avez notamment travaillé pour Courrier International et pour le quotidien Le Monde. Vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef du site Reporter, TE2RE, le quotidien de l'écologie. Vous êtes aussi l'auteur d'une dizaine de livres qui témoignent, on peut le dire, de votre engagement en faveur de l'écologie et de la démocratie dans une époque qui traverse pas mal de turbulences. Votre dernier livre, Au Seuil, tout est prêt pour que tout empire, c'est le versant pessimiste, on va dire, puisque dans le sous-titre, vous proposez 12 leçons pour éviter la catastrophe. Alors pour vous, donc je le disais, Hervé Kempf, notre époque est dominée par trois menaces, par trois tensions majeures. Un désastre écologique en cours, le terrorisme international et ce que vous appelez l'épuisement du système économique néolibéral. C'est ça vraiment les trois grandes tensions, les menaces qui pèsent sur notre époque? Oui, je dirais même que le principal phénomène, le principal problème, le principal défi politique de ce début du XXIe siècle, c'est la question écologique. Ouais. Une de ces manifestations indirectes, c'est le terrorisme, d'une certaine manière. Et une des explications de la situation dans laquelle on se trouve, c'est l'exacerbation d'un néolibéralisme qui, effectivement, arrive à épuisement, mais qui, dans cette phase de fin d'empire, manifeste beaucoup de brutalité, beaucoup de violence et beaucoup de tensions. Et vous dites que ces trois tensions sont liées entre elles. Elles seraient donc la manifestation, ou les manifestations plutôt, d'un mécanisme qui s'est mis en place au tournant des années 80. C'est vraiment le pivot de notre époque. Oui, quand on regarde l'histoire récente, c'est très fascinant de voir qu'en 3 ou 4 ans, entre 1978 et 1981, le monde bascule, des grands changements s'opèrent. Très rapidement, en 1978, la Chine et Deng Xiaoping qui lancent les 4 modernisations, qui tournent la page avec le maoïsme. C'est la Chine qui rentre dans le capitalisme, en fait. La Chine va rentrer dans le capitalisme. L'Union soviétique envahit l'Afghanistan, ça va déclencher une série de conséquences extrêmement importantes, à la fois de montée d'un islamisme guerrier, mais en même temps l'effondrement à venir de la Russie, de l'Empire soviétique. On voit aussi l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Angleterre et de Ronald Reagan, qui impulse un régime économique et politique totalement différent. C'est le lancement du néolibéralisme. Dérégulation. Voilà, des marchés. Aussi une politique de fiscalité en faveur des riches qui va commencer à lancer un grand mouvement d'inégalité dans les pays. Et puis il y a 79 aussi. C'est l'année de l'Iran, c'est l'année de l'arrivée au pouvoir de Khomeini. C'est extrêmement important, et donc une révolution contre une dictature, celle du Shah, qui était abominable, qui était extrêmement dure, mais pour la première fois depuis longtemps, une révolution non pas populaire sur des axes de justice sociale, mais animée par des chefs religieux. Et puis on peut mentionner, même si à l'époque, mais c'est important, c'est passé relativement inaperçu, d'une part la première grande conférence sur le climat par des scientifiques en 1979 à Genève, où les scientifiques disent le problème du changement climatique est là. Et puis dans l'ordre des idées, quelque chose d'important qui est la parution d'un livre du philosophe Hans Jonas, Le principe responsabilité, qui en gros va tourner la page de l'idéologie des Lumières, de l'idée que le progrès et l'avenir de l'humanité va introduire une perspective apocalyptique dans l'interprétation du monde. Alors, c'est l'époque aussi, vous en avez brièvement parlé, c'est de la lente implosion du communisme. C'est-à-dire que c'est pas 1980, ça va prendre encore une dizaine d'années, mais c'est le début de la fin pour le communisme et la victoire du capitalisme et de ce qu'on appelle aujourd'hui la globalisation ou la mondialisation. Le monde est entré dans la mondialisation à cette époque-là. Oui, et on aurait pu quand même rétrospectivement, et c'est là que le capitalisme va prendre un tour délétère finalement, et on aurait pu se dire c'est la fin de la guerre froide, on sort d'une période extrêmement difficile, d'opposition qui est extrêmement dangereuse. Il faut se rappeler que dans les années 60-70, la menace d'une guerre nucléaire mondiale faisait partie du quotidien de ces générations-là. On sortait de cette situation, on aurait pu se dire on va prendre un chemin différent. Et notamment, il y a eu par exemple le sommet de la Terre en 1992, la question écologique était déjà là bien posée, on aurait pu se dire on va aller dans une nouvelle politique de développement, on va aller dans une politique qui prendra vraiment en compte l'environnement, on va chercher à faire une harmonie sociale. C'est pas du tout le pli qui a été pris, on a été dans l'approfondissement finalement des inégalités, d'un ordre, d'une politique de puissance, d'une politique aussi de très forte consommation qui a
entraîner une très forte focalisation et consommation sur le pétrole, donc un jeu sur la politique du Moyen-Orient qui est extrêmement important, et puis a conduit par ailleurs à des dégâts écologiques qui deviennent maintenant insupportables. Auquel il faut ajouter évidemment cette date très importante, c'est le 11 septembre 2001, avec l'impensable attaque sur le sol américain, et très vite après, l'invasion de l'Irak et ce que vous appelez le basculement du monde. C'est vraiment aussi une date très importante, 2003, l'invasion américaine de l'Irak. Oui, tout à fait. Des conséquences géopolitiques très très importantes. Je m'inscris dans ce qu'ont constaté beaucoup d'experts et de spécialistes. Effectivement, c'est cette erreur dramatique des États-Unis, de George W. Bush, d'aller dans cette guerre absurde, illégitime, et de provoquer un chaos dont est née d'ailleurs très clairement l'organisation de l'État islamique. C'est ce que vous appelez les prémices de la dislocation du monde. Les mots sont forts. Tout à fait, oui. Mais parce que je pense qu'on est dans un monde largement disloqué, où d'un côté on a des régimes qui ne cherchent plus à être démocratiques, qui l'assument, la Turquie d'Erdogan, la Russie de M. Poutine, la Chine de M. Xi Jinping, une évolution oligarchique dans beaucoup de pays. L'arrivée de Trump, par exemple, vous la placez. L'arrivée de Trump, c'est évident que c'est un milliardaire qui est au pouvoir, qui est d'ailleurs mal élu, il a moins de voix que Mme Clinton. Il nomme à la tête du ministère des Finances un ancien de Goldman Sachs, à la tête du ministère des Affaires étrangères, le président de Exxon, la plus grande compagnie pétrolière du monde, à la tête du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Environnement et climato-sceptique. Et là, une politique qui va afficher de dérégulation, de recherche de la croissance maximale. Voilà, donc on est dans une situation où, d'un côté, ces puissances s'éloignent de la démocratie, et où, par ailleurs, on voit de plus en plus de zones de délabrement, de dislocation, de chaos. Alors, dans votre livre, vous évoquez aussi le 2011, bien sûr, le printemps arabe, que vous qualifiez de révolution mondiale. Hein, c'est le début de quelque chose de très très important aussi. Oui, est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus? C'est oui. qu'il n'y a pas seulement dans les révolutions, il n'y a pas seulement le printemps arabe qui se passe à partir de 2011, mais on va observer des mouvements au Chili, au Québec, au Brésil, en Turquie, enfin dans énormément de pays du monde. Et pendant 1 ou 2 ans, les indignés en Espagne, Occupy Wall Street aux États-Unis, vraiment un mouvement de révolte qui veut dire que le printemps arabe n'est pas seulement le monde arabe, c'est une aspiration populaire qui traverse le monde, mais qui va se heurter à une contre-révolution qui a pris le 12 leçons pour éviter la catastrophe. Alors, on ne va pas pouvoir les citer toutes. J'en ai choisi quelques-unes. Par exemple, vous dites il faut penser le climat comme une solution au problème économique. Expliquez-nous. Je crois que c'est un bon choix parce que c'est absolument essentiel. Évidemment, la menace du changement climatique, du dérèglement climatique est absolument cruciale. Là, on parle par exemple de ce sommet au Bamako, on parle de la sécurité, il faudrait aussi parler de la sécurité climatique et de la sécurité agricole. Donc, on sait que c'est une menace. En revanche... On voit des images, là, par exemple, de la pollution en Chine, qui est absolument... Mais qui est important parce que ça fait aussi... Comme ça commence à mobiliser, je dirais, les autorités chinoises, qui commencent à prendre en compte ce problème du réchauffement climatique. Et qui, d'une certaine manière, ont depuis quelques années une politique qui est plus audacieuse en la matière que, par exemple, celle des États-Unis. Mais le climat, de quoi il s'agit? C'est que si on prend une politique d'adaptation au changement climatique pour éviter l'aggravation, et c'est une priorité absolue, eh bien, on peut le faire en créant de l'emploi, en créant des activités, par exemple en matière d'économie d'énergie, il y a un enjeu de rénovation thermique des bâtiments qui est absolument essentiel, en matière d'agriculture, si on va vers une agriculture beaucoup plus localisée, avec des méthodes beaucoup moins chimiques. Dans beaucoup de domaines, on voit qu'en fait, on peut créer de l'emploi, et finalement, se dire, il y a cette menace du changement climatique, il faut l'intégrer réellement, c'est pas être pessimiste, que c'est d'être lucide, en prendre compte et du coup prendre les mesures qui nous permettront. Et pour ça, il faut sortir des énergies fossiles plus rapidement. C'est tout le problème, évidemment. Et voilà, pour ça, il faut sortir des énergies fossiles. Il faut sortir aussi d'un système politique et économique qui continue à privilégier la consommation maximale. Et justement, vous dites qu'il faut sortir du capitalisme, parce que vous êtes clairement anticapitaliste, en tout cas anti-néolibéral, tel que le système capitaliste fonctionne aujourd'hui. Vous dites qu'il faut en sortir par la gestion des biens communs sans tomber dans le collectivisme. Qu'est-ce que c'est cette gestion des biens communs ? L'idée, c'est que ça a été élaboré, enfin analysé plus exactement par des économistes, à commencer par Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie, et qui consiste à dire, en dehors du marché qui décide de tout, et en dehors de l'État qui décide de tout, il y a un autre système possible, c'est quand des communautés autour de biens, autour de ressources, se mettent ensemble et décident de répartir l'utilisation de la ressource en veillant à ce que cette ressource soit équitablement, son usage soit équitablement réparti,
et qu'en même temps, on veille ensemble à ne pas épuiser la ressource. Et on a beaucoup de cas où ça fonctionne. On sait aussi que c'est des modes de gestion beaucoup plus locales, qui sont beaucoup plus démocratiques, c'est-à-dire qu'on prend la vie des personnes et qui fonctionnent bien. Donc ça, c'est vraiment une voie d'action, une voie d'organisation possible. Plus d'autonomie pour les acteurs locaux. Plus d'autonomie pour les acteurs locaux. Mais ça se traduit aussi de manière très concrète par des choses qui existent, qui est les coopératives, les sociétés coopératives de production, qui fonctionnent très bien. En France, par exemple, ça représente près de 5 à 6% du PIB. Et c'est des modalités d'entreprises qui produisent, qui sont dans l'économie de marché, qui sont en croissance, qui protègent bien l'emploi, mais qui répartissent différemment les profits. Alors Hervé Kempf, aussi au cœur de votre livre et puis au cœur de ce débat sur la laïcité qui occupe beaucoup l'espace médiatique en France, mais pas seulement, vous dénoncez un monde, comme vous dites, vide de sens et vous dites notre époque a faim de spirituel. Une partie de la solution serait aussi dans plus de spiritualité, dans le bon sens du terme, dans nos sociétés? Oui, tout à fait. Alors, je ne dirais pas que je dénonce, je constate en fait tout simplement que l'univers mental et culturel qui est proposé par la société de consommation n'est pas très excitante. Maintenant, par exemple, on discutait sur les images de Thomas Pesquet, cet astronaute qui est dans l'espace en ce moment. Ce qu'il fait est absolument merveilleux, mais ça ne fait plus rêver. Ça ne fait plus rêver comme peut-être 3 générations auparavant. La conquête de la Lune, les voyages dans l'espace ont pu faire rêver ces générations. Donc, le monde de la consommation, le monde du matériel ne fait plus vraiment rêver, d'autant plus qu'il est très souvent inaccessible pour une large partie de la population. En revanche, on sent bien qu'il y a des besoins de voir autre chose, il y a des besoins... la spiritualité est toujours quelque chose de compliqué, mais il y a un besoin de sens à l'existence, il y a un besoin de se positionner par rapport au cosmos. Et de ce point de vue, la question écologique qui nous oblige à penser la planète dans l'univers infini, qui nous oblige à penser le rapport de l'humanité pris en tant que tel par rapport à la planète, par rapport à la nature, on sent que là, il y a des questions qui sont quasiment métaphysiques, qui reviennent. Et d'une certaine manière, le fait que... Alors, c'est pour ça qu'il faut être très prudent si on parle de religion, de spiritualité, parce qu'on en voit le mauvais côté avec un islamisme intégriste. Ça mauvalise un peu le mot religion. Voilà, donc il peut y avoir des extrémistes, et il n'y a pas que du côté de l'islam, il y en a du côté de la religion chrétienne, il y en a du côté de la religion hindouiste. En revanche, on sent que par le pape François, par l'idée de la Pachamama des peuples indiens, par d'autres perspectives, on peut redonner un sens différent à l'existence. Merci Hervé Kempf. Tout est prêt pour que tout empire, mais tout de même 12 leçons pour éviter la catastrophe. C'est aux éditions du Seuil. Merci d'être venu en parler dans 64 minutes. Merci.